Dans une époque où une fake news se propage 6 fois plus vite qu'une vérité, quel est le rôle des médias de service public? Informer, éduquer, divertir, mais aussi peut-être protéger la rationalité. Comment la télévision publique peut-elle remettre la science au cœur du débat citoyen sans être ennuyeuse et lutter contre la désinformation sans être moralisatrice? Pour en débattre, on accueille la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Elle répond aux questions de notre jeune et talentueux modérateur, c'est Sam Borani, président de l'association de cybersécurité de l'Université Paris-Saclay, Cyber ou Cyber, comme vous dites les jeunes, Saclay Team. Je lui laisse la parole et on peut les applaudir. Merci Boris, merci Delphine Ernotte d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder le thème de cette session, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur le lieu où on se trouve. Centrale Supélec, c'est une école que vous connaissez bien. Vous avez été étudiante ici même de 1986 à 1989 et vous êtes aujourd'hui présidente du conseil d'administration de Centrale Supélec. Absolument. Bonjour à tous. Alors, est-ce que le fait d'avoir été dans ces deux cases, ça vous fait ressentir une responsabilité particulière vis-à-vis des futures générations? Alors, tout à fait, et c'est d'ailleurs, je dirais même, la tradition de Centrale autrefois et de Centrale Supélec aujourd'hui. Moi, j'étais à Centrale il y a très longtemps, et je n'ai jamais oublié que le campus de l'époque, qui était le campus de Châtenay-Malabry, avait été construit grâce aux dons des anciens. Donc il y a une tradition à Centrale Supélec, pas uniquement de dons financiers, mais elle est toujours extrêmement vivace, mais de transmission des plus anciens aux plus jeunes. C'est très fort, ça fait partie des grandes valeurs de cette école. Magnifique par ailleurs. Et je crois savoir que vous avez beaucoup d'engagement pour contribuer à la vie des jeunes étudiants, à leur prospérité future, à de nouvelles opportunités, et y compris pour l'insertion, si j'ose dire, des femmes dans les sciences, leur engagement sur les sujets scientifiques et dans les métiers scientifiques. Oui, alors c'est un secret pour personne que je suis féministe et que je suis pour l'égalité d'accès aux sciences. On sait qu'on a une difficulté en France très forte, puisqu'il y a très peu de femmes qui sont en prépa, et ensuite on a du mal à recruter à Centrale Supélec. On doit être autour de 18% de femmes. À mon époque, donc il y a quand même très longtemps, on était à 10%, donc ça a progressé, mais on en est très loin. Et alors c'est pas le fait de Centrale Supélec, on le constate dans tous les cursus sciences dures. Les femmes ont tendance aujourd'hui à aller plutôt vers les sciences, vers la médecine, vers les biotech, voilà. Mais on a du mal à convaincre les petites filles, les jeunes filles à embrasser les sciences comme les maths ou la physique. Et ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet que nous avons à Centrale Supélec, et ça, c'est un vrai sujet de société, c'est que l'ascenseur social, ont toujours représenté ces grands établissements qui proposent des formations de très haut niveau, avec des frais d'inscription somme toute assez modestes, hein, qui n'obligent pas les étudiants à emprunter pour 15 ans, ont toujours été des formidables creusets de brassage social du pays. Or, depuis maintenant, je dirais 30-40 ans, ça n'est plus le cas. Il y a une forme de reproduction sociale. Même si Centrale Supélec fait ses meilleurs efforts pour accueillir des boursiers, on voit que de manière générale, en France, on a du mal à refaire fonctionner cet ascenseur social. Et donc, ce sont deux sujets de préoccupation de l'école, du conseil d'administration, qui me semblent être importants pour les générations qui viennent. Et on parle de science, de scientifique, et certains diraient même qu'aujourd'hui, la science vit un véritable basculement, puisqu'elle n'est plus simplement victime de l'ignorance, mais bien prise pour cible. C'est le thème de la table ronde d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, double question, à la fois pourquoi et comment est-ce qu'aujourd'hui les sciences sont-elles prises pour cible? Je ne sais pas si ce sont les sciences qui sont prises pour cible ou si nous ne vivons pas dans une ère du déni de réalité. Est-ce que ce sont les sciences ou les faits ou les faits observables qui sont pris pour cible? C'est plutôt ça mon point de vue. Les récits prennent le pas sur les faits.
et les faits scientifiques en particulier. Or, les sciences, parce que précisément, les sciences ne s'appuient que sur des faits, des expériences observables, incluent en elles-mêmes leurs propres critiques et leurs propres questionnements, sont complètement à rebours de ce qu'on a, de la société, de l'attention aujourd'hui, qui fonctionne en fait sur un principe d'émotion pure, et donc complètement à rebours des sciences. Si on devait avoir une démarche scientifique avec de l'émotion, on n'est quand même pas rendu, puisque c'est ça qu'on veut absolument éviter. Oui, mais à l'ère de j'ai fait mes propres recherches sur Internet et on met un signe égal avec un docteur dans une spécialité scientifique, il y a un nivellement par le bas quand même. Oui, alors nous, quand on interroge nos téléspectateurs, donc c'est quand même beaucoup de monde, parce on parle à un Français sur 2 chaque jour et 8 sur 10 chaque semaine, donc ça fait quand même un bon échantillon de la population française. Il y a 2 choses qui sont intéressantes. D'abord, les gens savent qu'il faut se méfier des rumeurs qui se propagent sur les réseaux sociaux ou des pseudo-faits sur les réseaux sociaux. Plus on est jeune d'ailleurs, plus on comprend comment ça fonctionne, plus on sait qu'il faut faire attention. C'est plutôt les générations au-delà de 50 ans qui ont moins les codes, qui peuvent être plus fragiles finalement, confrontés à des fake news qui circulent. Mais la deuxième information, et celle-là elle est plus inquiétante, c'est que même si les jeunes générations à 70% savent qu'il faut faire gaffe, chacun pense individuellement qu'il est armé pour détecter les fake news. Et c'est là qu'est le danger, cette espèce de confiance en soi. Et donc, il faut réinstiller le doute, il faut réinstiller l'humilité. Donc, dans une société où l'individu et l'ego est en pleine expansion, c'est assez contre-intuitif. Mais je pense que voilà. Et c'est vrai que tout ce que la science montre, la démarche scientifique montre, c'est aussi qu'on peut se tromper, qu'il faut douter à chaque étape, qu'il faut vérifier à chaque étape. Et en ça, je pense que c'est aussi une formation intellectuelle qui est importante dans la vie de tous les jours, quand on est confronté à une fausse information qui circule. Donc il n'y a pas que la science en tant que telle, il y a, de mon point de vue, la démarche scientifique qu'il faut absolument mettre en avant. Et France Télévisions est un service public audiovisuel, et donc a une mission particulière vis-à-vis de son public, de la transmission de l'information, d'une justesse d'information, d'une rigueur scientifique. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ces missions ? Alors, en effet, nous sommes un service public, donc nous appartenons à tous. Une de nos grandes missions, c'est d'informer. Alors, informer, ce n'est pas juste les journalistes et l'information et les éditions d'information, c'est aussi dans les documentaires, dans les magazines, même dans les fictions parfois, qui peuvent reprendre le parcours de telle ou telle personnalité. Donc, c'est un peu plus large. Et on voit qu'on est en effet à la fois challengé, parce que aujourd'hui, en moyenne, les gens regardent 60% de contenus qui viennent des médias traditionnels, audiovisuels, que ce soit le service public ou TF1, M6, et 40% des réseaux sociaux, en fait, et que donc le poids que nous pouvions avoir il y a 30 ans n'est plus du tout le même, et que donc on est quelques-uns, et la presse fait exactement le même métier finalement, à mettre des digues et à mettre des tas de sable pour essayer de lutter contre une désinformation massive qui par moments nous submerge, hein, il faut bien le dire. Donc voilà, notre métier, c'est de construire patiemment des tas de sable, et d'être accessible à la fois à ceux qui regardent traditionnellement la télévision, mais aussi à ceux qui ne regardent plus du tout la télévision, qui s'informent sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on se développe énormément sur notre plateforme numérique, mais aussi sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, parce que c'est là qu'on sait aussi qu'on va parler à toute une partie de la population, notamment les jeunes publics, qui regardent pas France Télé, évidemment, qui n'allument pas un poste de télé pour aller sur une chaîne linéaire, mais qu'on n'a pas forcément non plus sur France.tv, même si notre moyenne d'âge sur France.tv, c'est à peu près la moyenne d'âge des Français. On sait que les jeunes, c'est sur YouTube notamment, hein, majoritairement, qu'on va pouvoir leur parler. Et il y a effectivement, certains parlent d'une évasion des jeunes sur les réseaux sociaux pour la consommation de l'information, et certains parlent même, je dirais, d'une baisse de confiance dans l'audiovisuel public. Comment ça se vit quand on a un groupe comme France Télévisions et comment on y remédie ? Alors, on parle d'une baisse de confiance, mais aujourd'hui, elle n'est pas observée.
Quand on fait des études régulières, et vous savez que là, en plus, il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui, depuis maintenant de longs mois, met un peu l'audiovisuel, pas un peu d'ailleurs, met l'audiovisuel public sur le grill. Donc on s'est dit, est-ce que ça a des incidences? C'est beaucoup repris dans certains médias, sur CNews, sur Europe 1. Donc est-ce que ça a une incidence sur la confiance que les gens nous font en matière d'information? À date, non. Donc je pense aussi qu'il faut faire le pari de l'intelligence des gens. Ils prennent, ils laissent, et par ailleurs, ils ont un lien avec l'information qui leur est très personnel et qui n'est pas forcément remis en question tous les 4 matins. Donc à date, je peux vous le dire, l'information qui est la plus, dans le monde audiovisuel, hein, qui a le taux de confiance le plus important, ce sont les journaux du service public, clairement, télé, radio. Donc à date, ça changera peut-être demain, mais je parle des observations que nous ne sommes pas les seuls à faire, hein. Il y a aussi des études européennes et tout va dans le même sens. Effectivement, il y a presque un rôle de label de confiance qu'on attribue à l'audiovisuel public depuis très longtemps. Comment ça se passe dans les backstage quand on traite l'information avant de la transmettre au public pour s'assurer par la rigueur scientifique, par la recherche, par la vérification, le fact-checking? Comment ça se passe? Alors, c'est intéressant la question parce qu'en effet, le travail du journaliste s'apparente quand même très fortement à une démarche scientifique. Donc, il y a les bases du journalisme, c'est-à-dire que quand on a une information, il faut la vérifier et pas la vérifier auprès d'une source, auprès de plusieurs sources. Donc voilà, c'est un travail de base. Ensuite, le journalisme, c'est aussi un travail collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans la validation d'un sujet. Quand on fait par exemple un sujet pour le 20h, c'est pas un journaliste tout seul, sans contrôle, sans double regard, qui va pouvoir dire je mets ce sujet à l'antenne. Il y a un rédac-chef qui va vérifier, il y a une rédaction qui va questionner le sujet. Donc je pense que le fait d'avoir ce travail très collectif, qui est le propre des rédactions en général, mais des rédactions audiovisuelles en particulier, est aussi un garant de vérification. Voilà. Après, il arrive de faire des erreurs. On s'est équipé, par exemple, nous, à France Télévisions, d'une cellule qui vérifie les informations que nous ne récupérons pas nous-mêmes. Une de nos particularités, ce qui fait que l'information d'ailleurs coûte cher, c'est qu'on a beaucoup de journalistes qui sont sur le terrain. Donc, par exemple, quand on parle de la guerre en Ukraine, on ne parle pas de Paris de la guerre en Ukraine. On a Maryse Burgot, Dorothée Lyric qui sont sur le terrain, sur la ligne de front, qui prennent des images de ce qu'elles voient. Donc ça, c'est déjà une première garantie. Mais il arrive aussi qu'on utilise dans nos sujets des informations qui nous sont parvenues. Je sais pas, une image sur un réseau social. Eh bien ça, il faut absolument la vérifier parce qu'on ne peut pas reprendre n'importe quelle image si on ne l'a pas tournée nous-mêmes. Donc on a une cellule qui vérifie ces images. Ça prend du temps. C'est facile de produire une fausse image. C'est très compliqué de la vérifier. Parfois, on ne peut pas la certifier, donc on ne l'utilisera pas. Et quand elle est certifiée, à ce moment-là, on peut l'utiliser dans un sujet. Mais on a vu récemment qu'il y avait quand même parfois des ratés, notamment des journaux qui ne communiquaient pas entre eux, entre le 13h et le 20h. Il y a eu des soubresauts. Oui, comment on fait pour se remettre en question? Comment on fait pour que ces circuits de vérification et de confiance soient en place? Parce qu'on le sait, vous êtes très scruté, vous avez parlé de la commission d'enquête parlementaire. Il y a presque un devoir d'exemplarité maintenant pour le service public. On revient à chaque fois à dire oui, mais ils font ça avec notre argent, c'est l'argent du public. Donc il y a quand même pas mal de contraintes qui pèsent sur vous. Donc dès qu'il y a une petite faute de quart, oui. Comment on la résout en interne? Alors, il y a des fautes de quart qui sont des erreurs et il y a des fautes de quart qui sont des fautes. Et c'est deux choses absolument différentes. Nous sommes une entreprise avec des hommes et des femmes. Il y aura toujours des fautes, enfin, je veux dire, des erreurs, pardon. Ça arrive, c'est humain. On a une règle à France Télévisions qui n'a pas été appliquée dans le cas que vous citez, qui est quand on repère qu'on a fait une erreur, il faut la corriger tout de suite. Voilà. Il faut dire, ah là là, on a dit ça, c'est faux, on corrige. Voilà. Parce que des erreurs, forcément, il y en aura. Après, il y a des fautes, et c'est différent, parce que là, il faut se redire, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il faut revoir le processus? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas au niveau? Ça peut arriver. Hein, en général, c'est plutôt les processus qui ne sont pas assez bien ficelés. Et on durcit les processus pour que cette erreur-là, cette faute, ne se reproduise pas. Donc voilà. Après, on est scruté. Donc il y a aussi un peu une utilisation politicienne, on va le dire franchement, de chaque erreur.
Est-ce que nous, dans nos vies, on n'en commet jamais des erreurs? On le sait bien, on en commet tous. Simplement, il faut avoir l'humilité de les reconnaître, de corriger vite, et voilà. Et quand on évolue dans une période d'incertitude, je pense à la crise sanitaire, où le rapport à l'information, surtout scientifique, était le sujet numéro 1 de toutes les familles, j'allais dire en France, en vérité dans le monde. On a tous ce souvenir où on se retrouvait derrière le poste de télévision tous les soirs pour regarder les dernières informations. Comment est-ce qu'on traite un sujet scientifique quand on a si peu de visibilité et où on doit quand même respecter une forme de pluralité? On ne parle pas d'opinion, donc on ne va pas ramener un complotiste avec un scientifique, mais comment justement trouver ce juste milieu et de pas qu'on puisse pas nous reprocher d'être le ministère de la vérité? C'est très compliqué comme question. Si on parle de la crise sanitaire, on va parler des antivax. On ne le traite pas forcément de la même manière sur tous les territoires. Je vais prendre un exemple. Vous savez que France Télévisions est aussi présent dans tous les départements et territoires ultramarins, donc des Antilles jusqu'à Wallis et Futuna. Et évidemment, la relation que la population peut avoir à la médecine est très différente. Je m'explique. Autant dans l'Hexagone, il y a quand même une relative confiance de la population vis-à-vis du corps médical. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir les bons experts sur le plateau qui disent ce qu'ils savent au moment où ils le savent, qui n'extrapolent pas là aussi, hein, et qui peuvent donner à la fois ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. On a eu cette question sur les antivax, par exemple, en Guadeloupe. Mais il faut voir aussi qu'il y a eu des scandales sanitaires avant dans ces lieux-là, où la parole officielle n'a pas toujours été juste. Et donc, on peut comprendre que dans certains endroits, il y a une remise en cause plus forte de la parole médicale. Parce que, bon, le chlordécone, par exemple, voilà, ça a été un scandale qui a été pas complètement traité de manière scientifique à l'époque par les autorités. Donc, il faut avoir cette... nous, on travaille pour les gens, en fait. Donc, il faut qu'on soit capable aussi de comprendre pourquoi ils ont cette prévention vis-à-vis du vaccin. Il faut considérer que si elle existe fortement, cette prévention, elle n'est pas par nature illégitime, parce qu'elle nous semble, à nous, scientifiques, pas fondée. Il faut aussi prendre en compte l'histoire. Il faut redoubler de pédagogie, il faut être didactique. Il faut redoubler de pédagogie, accepter... nous, on accepte dans le service public, de manière générale, sur ces sujets-là, comme sur tous les sujets politiques, qu'il y a sur nos plateaux des gens qui ont des opinions différentes. Bon. La seule chose, en revanche, à laquelle on est très attaché, c'est le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut que sur nos plateaux, le respect des individus soit là. On peut avoir des vues radicalement différentes et pour autant se parler poliment. Donc, il faut que chacun soit accessible au raisonnement de l'autre. Et ça, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, le risque qu'on voit dans la société, c'est une polarisation très forte. On voit les horreurs que ça peut produire encore ce week-end. Donc on voit bien qu'il y a un vrai danger à la polarisation extrême. Et notre rôle de service public, c'est d'être une agora commune, un lieu où même si on a des idées diamétralement opposées, on peut parler, on peut échanger des points de vue sans que ça tourne à la bagarre. Donc le verbe à la place du combat. Et vous disiez tout à l'heure, effectivement, on voit qu'on s'attaque à notre socle de faits et de vérités communes, si j'ose dire, des sciences. Comment sur un plateau, on parvient à trouver le juste milieu entre là, bon, il y a pas, c'est une vérité incontestable, et donc on est légitime à ne mettre plus ou moins qu'une vision, et pas aborder, je prends l'exemple d'un platiste, on ne va pas mettre un platiste avec un scientifique qui vous explique que la Terre est ronde. Un platiste, c'est facile. Même si, vous savez, Claudie Aigneret nous disait l'autre jour que quand elle se promène dans la rue, il y a encore des gens qui lui demandent « Mais vous qui avez vu ça, est-ce que vraiment vous pouvez nous dire que la Terre n'est pas plate ?» Donc, c'est pas un sujet si anodin que ça. Bon, plaquiste, c'est facile, on est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des sujets quand, par exemple, pour reprendre le vaccin, on sort un vaccin, est-ce qu'on est, nous, journalistes, à 100% sûrs de son innocuité? Même les laboratoires pharmaceutiques peuvent avoir des questionnements, puisqu'on a fait quand même ce vaccin dans des temps records, c'est d'ailleurs génial. Hein. Mais bon, est-ce qu'on a tous les effets secondaires à la date où on le sort? Pas forcément. Donc il y a aussi un questionnement possible.
Ça veut dire que le doute scientifique est pas totalement dans le même timing que la surcharge d'informations quotidienne. Absolument. Donc c'est plus difficile encore de lutter, de dire on instille cette notion de doute plus qu'elle est consubstantielle à la science, mais nous on veut tous les jours se nourrir maintenant. Je dis nous collectivement, il y a toujours un clou qui chasse l'autre en matière d'information, quoi. Oui, alors après, il y a des gros sujets quand même. Donc, on ne va pas avoir ce type de débat sur des micro-sujets, mais il faut saisir quels sont les grands sujets du moment qu'il faut mettre en débat. Et ça, je pense qu'on passe pas à côté des gros sujets. Ça, ils s'imposent à nous, donc on les voit arriver. Et on ne va pas faire de la guerre de rue sur chaque petite information qui peut poser problème sur un réseau social. On n'a absolument pas les moyens de lutter contre toute la désinformation sur les réseaux sociaux. En fait, c'est même impossible. C'est comme vider la mer à la petite cuillère. Il y en a tous les jours. Alors, il y en a des très graves, il y en a des moins graves. Il faut s'attaquer aux très graves. Et quand vous voyez vos cellules de fact-checking, ce sont celles qui sont le plus attaquées finalement, en ligne, etc. Alors vous avez mis en place des outils justement qui pourraient sembler complètement légitimes et consensuels, alors que finalement c'est là où il y a le plus de débats, en ligne en tout cas. Oui, mais on ne maîtrise pas ces débats en ligne. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser, ce champ de bataille libre. Nous, on considère... Et d'ailleurs, je pense que les gens, quand même, se rendent compte. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'opposer une vision à une autre vision. Nous, notre mantra, c'est de laisser les gens décider, de se faire leur propre opinion. Et donc, on est plutôt pour développer l'esprit critique. Si on instille un doute sur ce qui semble être sur un réseau social une vérité absolue, d'une certaine manière, on a fait notre travail. Et si on est capable de dire, ben voilà, si vous avez un doute, voilà les références scientifiques notamment, qui peuvent vous permettre de lever ce doute. Par exemple, nous mettons à disposition de tous nos téléspectateurs toutes les sources documentaires qui nous ont permis de construire nos sujets. Donc, il y a une page sur France Info qui s'appelle Transparence. Sur chaque sujet, vous pouvez retrouver les sources. Ça procède aussi d'une démarche scientifique, d'une certaine manière. Vous savez si c'est consulté, si le rapport à l'information avec les gens, donc les gens prennent en compte et vont... Alors, pas tout le monde, mais oui, en tout cas, ça nous semble important, nous, dans notre démarche de transparence de l'information qu'on donne, de donner à voir aussi et accès aux sources qui nous ont permis de fabriquer un sujet. Donc il y a une forme de transparence en fait du contenu. Il y a une forme de transparence pour montrer comment on travaille, à partir de quoi on s'appuie. Quand on cite une étude, par exemple, à la télé, on dit bah, telle étude dit que. Ça nous semble logique que cette étude soit mise à disposition. Si quelqu'un qui a regardé le sujet se dit mais est-ce que ça dit vraiment ça, il peut revenir à la source et se faire sa propre idée. Et ça nous semble très important. Et quand on est dans des périodes où l'information émane davantage du gouvernement sur certains types de sujets, comment est-ce que, parfois on reproche du service public d'être le porte-parole du gouvernement, comment est-ce que de votre côté, vous filtrez les informations pour transmettre au public le savoir de la façon la plus neutre et impartiale possible? Alors d'abord, moi je filtre rien. Parce que ce n'est pas mon travail de présidente de France Télévisions de filtrer l'information. Il y a un directeur de l'information, il y a des journalistes, il y a des rédacteurs en chef, et c'est eux qui, en toute liberté journalistique, décident de mettre ou pas un sujet sur les antennes. Je dois dire quand même, parce qu'il se trouve que je préside les télés publiques et radios publiques européennes, donc je vois bien à quelle sauce sont mangés mes collègues. On a quand même, et je le redis ici, une chance incroyable en France d'être libre. À France Télévisions, on est libre. On a fait des compléments d'enquête sur des ministres en exercice. Donc si on était en effet le jouet d'un pouvoir étatique, pensez bien que ça ne serait jamais arrivé. Donc on est libre. Alors, ça n'empêche pas certains de râler, de l'exprimer, et ils ont le droit. Ça n'est pas un sujet en soi, mais on est libre, on est indépendant des pouvoirs politiques et on est indépendant des pouvoirs économiques aussi. Alors malheureusement, on est rattrapé par le temps, mais j'aimerais vous poser une dernière question avant de laisser l'espace au public, parce que je sais que vous aimez ce moment-là. Une question prospective, sans rentrer dans la spéculation. Comment vous voyez, vous envisagez, comment vous imaginez l'avenir de la consommation de l'information, y compris de la vérité scientifique, dans l'espace public ? Moi, j'ai une vision un peu radicale des choses. Je pense qu'aujourd'hui, on laisse
l'opinion publique, enfin le bruit médiatique, se faire via des plateformes mondiales américaines, pour la plupart, quelques-unes chinoises, et que donc on a donné le pouvoir de la vérité à d'autres que nous. Il se trouve par ailleurs qu'on est quand même dans un temps de géopolitique assez difficile. Les conflits sont en explosion. Et quand on écoute les militaires, pas uniquement les militaires français, moi j'ai beaucoup discuté avec des militaires allemands, avec des militaires suédois, quand on écoute l'armée, eux, ils anticipent quand même un conflit sur le sol européen dans un temps pas si court. Or, et tous les militaires le disent, la guerre aujourd'hui, elle est hybride. Et l'information, la vérification de l'information, c'est un élément de cette guerre hybride. Meilleur exemple, mon collègue de la télévision publique ukrainienne, on peut se dire, la télévision publique, en France on dit ça coûte cher la télévision publique, en Ukraine ils ont encore moins d'argent, donc ça coûte encore plus cher rapporté à l'argent dont ils disposent pour acheter des armes. Le budget de la télévision publique ukrainienne a augmenté. Parce qu'en fait, si vous êtes un gouvernement en guerre et que vous reposez sur des réseaux sociaux qui ne sont peut-être pas pilotés par des puissances amies, en fait, vous perdez le contact avec la population. Et si vous perdez, en tant qu'État en guerre, le contact avec la population, vous perdez la guerre. Donc, assez paradoxalement, les meilleurs soutiens du service public aujourd'hui, c'est tous ceux avec lesquels on travaille d'ailleurs au quotidien. C'est Viginum, avec lequel on a un partenariat parce qu'ils sont très impliqués dans les ingérences étrangères et on travaille très bien avec eux sur ces sujets-là. C'est toute la sphère militaire un peu au sens large, qui a une vision un peu plus aiguë que celle qu'on peut avoir, peut-être que c'est heureux, de ce qui peut arriver et pour lequel l'information a un prix et la rigueur de l'information et le fait d'avoir des médias nationaux, qu'ils soient publics ou privés, mais en particulier publics, est un élément essentiel de l'armement du pays. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une vision qui n'est pas souvent partagée. On va organiser un colloque bientôt sur ces sujets-là, parce que l'information, c'est quand même, et c'est dans tous les pays en guerre, une ligne de front. Merci beaucoup Delphine Ernotte, on vous applaudit. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Il nous reste 2 minutes 15. Qui va être la chanceuse ou le chanceux à poser sa première question? Je vous ai vu ici, enfin je ne vois pas tout le monde, donc on va vous donner un micro. Là, c'est plus moi qui décide, je me suis fait gronder tout à l'heure. Donc on vous écoute. Allez-y. On m'entend? On vous entend parfaitement, merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion, c'était très intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous venez juste à l'instant de dire concernant la guerre en Ukraine et l'importance du contact avec les populations. Sachant que, comme vous l'avez dit, la guerre au niveau européen, elle est très proche. On sent qu'il y a énormément de tensions politiques. Comment faire pour garder une objectivité dans l'information si en fait ce contact entre l'information et le public est hyper importante? Je confiance que si les journalistes ukrainiens essayent d'avoir une information très objective, il faut une subjectivité, il faut faire croire aux populations d'un soutien. Comment on fait? Et à la fois dans le futur, est-ce qu'au niveau de France Télévisions, vous allez mettre en place quelque chose pour garder cette objectivité malgré la géopolitique actuelle? Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question, mais voilà. Si, mais alors, il se trouve qu'on a invité à la dernière Assemblée générale de toutes les télés et radios publiques européennes le chef d'état-major de l'armée suédoise. Et il est venu nous parler pendant 2 heures en nous expliquant ce qu'il était important pour lui. Il nous a dit, si vous n'êtes pas indépendant, les gens ne vous croiront pas. Donc la valeur la plus importante, les 2 choses qu'il faut absolument que vous construisiez et que vous consolidiez, parce qu'il sait que les services publics ont aujourd'hui un taux de confiance très élevé. Mais les 2 choses qu'il faut que vous consolidiez, c'est l'indépendance et la confiance. Parce que les deux, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Donc si on se mettait aujourd'hui à donner la bonne parole gouvernementale, les gens cesseraient de nous faire confiance, on cesserait d'être un média de référence. Or, les militaires, en cas de conflit, ils ont besoin d'un média de référence. Donc ils disent, gardez votre indépendance, les militaires, hein, gardez votre indépendance, parce que c'est la condition sine qua non de la confiance. Gardez l'indépendance et faites grandir la confiance, parce que c'est de ça qu'on aura besoin. La télé publique ukrainienne, ils ne sont pas en train de raconter la bonne parole gouvernementale. Il y a des chaînes d'État.
Pas du tout. Ils ont, par exemple, à un moment, je sais qu'ils ont dévoilé un scandale au sein du gouvernement Zelensky, donc ils sont libres. En revanche, je pense qu'ils se mettent d'accord sur certains sujets avec l'armée. Typiquement, pas beaucoup, mais typiquement, ils sont d'accord avec l'armée pour ne pas dévoiler le nombre de morts ukrainiens. Parce que ça pose un problème évident de défense nationale. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas pour protéger un tel ou taire une malversation. C'est simplement pour se mettre d'accord sur ce qui protège l'Union nationale. Donc je pense qu'en cas de conflit, c'est ces régulations-là qui sont possibles. Ils ne disent pas, ils ne mentent pas, ils ne donnent pas un faux chiffre, ils ne donnent pas ce chiffre. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il se trouve que Léa Salamé a interviewé le président Zelensky il n'y a pas longtemps à Kiev et il a donné le chiffre de morts ukrainiens. Je ne sais pas si c'est le mot, pour être tout à fait honnête, mais enfin, il a donné un chiffre, ce qui est intéressant parce que c'est typiquement l'information qui n'était diffusée nulle part. Donc je pense que ça n'est pas parce qu'on se met d'accord sur un certain nombre de sujets, qu'on est d'accord pour ne pas investiguer, que pour autant on perd son indépendance. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. Je vais générer des frustrations, on n'a malheureusement plus le temps. Merci encore, on peut vous applaudir, Madame Ernotte. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'avenir du train. À tout de suite.